Le Conseil d'orientation des retraites a publié son rapport annuel en juin 2025 et les conclusions sont brutales. Malgré la réforme de 2023 qui a repoussé l'âge légal de départ à 64 ans, le système des retraites français restera structurellement déficitaire jusqu'en 2070. Le déficit atteindrait moins 0,8% du PIB en 2070, soit environ 30 milliards d'euros en valeur constante. Cette réalité dérangeante, que personne n'ose formuler clairement, signifie une seule chose. La réforme Macron, à 64 ans, n'est qu'un premier pas insuffisant. D'autres réformes beaucoup plus sévères devront suivre dans les années à venir. Le corps évoque explicitement la nécessité de repousser l'âge de départ à 66 ans d'ici 2070 pour garantir la viabilité du système. Cette perspective terrifiante pour les millions de Français qui comptaient partir à 62 ou 64 ans révèle une vérité implacable. Le modèle français de retraite par répartition est condamné par la démographie et seules des coupes drastiques permettront de le maintenir à flot. Les batailles syndicales de 2023 contre les 64 ans apparaîtront bientôt dérisoires face aux réformes autrement plus violentes qui s'annoncent. Les chiffres du corps ne laissent aucune place à l'ambiguïté ni à l'optimisme. En 2024, le système affichait déjà un déficit de 1,7 milliard d'euros, soit moins 0,1% du PIB. Ce déficit va s'aggraver continuellement. En 2025, il atteindrait 5 milliards d'euros selon les dernières estimations. En 2030, il grimperait à moins 0,2% du PIB, soit 6,6 milliards. La Cour des comptes, dans son rapport de février 2025, est encore plus pessimiste. Elle prévoit 6,6 milliards de déficit en 2025, 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045, tout cela en valeur constante. Ces projections catastrophiques ne tiennent pas compte d'éventuels chocs économiques ou démographiques défavorables. Elles supposent une croissance de la productivité de 0,7% par an à long terme, un taux de chômage stabilisé à 7% et une démographie suivant les hypothèses centrales de l'INSEE. Si l'un de ces paramètres se dégrade, le déficit exploserait encore davantage. Le paradoxe cruel est que les dépenses de retraite en pourcentage du PIB restent relativement stables sur tout l'horizon de projection. Elles représentent 13,9% du PIB en 2024 et atteindrait 14,2% en 2070. Cette quasi-stabilité peut sembler rassurante jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'elle cache. Elle résulte uniquement des réformes paramétriques successives qui ont détérioré les conditions de départ et réduit le niveau des pensions. Sans ces réformes, les dépenses auraient explosé sous l'effet du vieillissement démographique. Le vrai problème structurel concerne les ressources qui s'effondrent. Elles passent de 13,9% du PIB en 2024 à seulement 12,8% en 2070 selon le corps, soit une baisse de 1,1 point. Cette chute des ressources s'explique par la baisse des effectifs publics, les exonérations de cotisations sociales et surtout une démographie devenue défavorable avec moins d'actifs pour financer les retraites. L'âge effectif moyen de départ à la retraite illustre parfaitement la trajectoire future. Il était de 62,9 ans en 2023. Avec la réforme de 2023, il devrait atteindre 64,4 ans pour les générations nées dans les années 1975 et se stabiliser autour de 64,6 ans à partir des années 2040 selon le corps. Mais cette stabilisation à 64,6 ans ne permettra pas d'équilibrer le système. D'où la recommandation explicite du corps de poursuivre le recul de l'âge de départ vers 66 ans d'ici 2070. Cette préconisation n'est pas une provocation mais un constat mathématique froid. Sans ce recul supplémentaire de 2 ans, le déficit structurel persistera indéfiniment. La Cour des comptes a calculé avec précision l'impact financier de variation d'1 an de l'âge légal. Avancer l'âge de départ d'1 an, par exemple le ramener à 63 ans au lieu de 64, représenterait une dépense supplémentaire de 5,8 milliards d'euros en 2035. À l'inverse, reculer l'âge d'1 an à 65 ans rapporterait environ 6 milliards d'euros. Ces chiffres démontrent que l'âge de départ constitue le levier le plus puissant pour équilibrer le système. Augmenter les cotisations ou baisser les pensions
produisent des effets infiniment plus faibles et surtout beaucoup plus douloureux économiquement et socialement. Reculer l'âge de départ à 66 ou même 67 ans apparaît donc inévitable à moyen terme, quelles que soient les protestations syndicales. Les autres leviers de réforme explorés par le corps et la Cour des comptes révèlent l'ampleur du problème. Augmenter les cotisations salariales de 1 point rapporterait environ 6,5 milliards d'euros, mais pèserait directement sur le pouvoir d'achat des actifs déjà lourdement taxés. Augmenter les cotisations employeurs de 1 point rapporterait 8,5 milliards, mais détruirait la compétitivité des entreprises françaises. Modérer la progression des pensions en les indexant sur l'inflation moins 0,5 points générerait des économies croissantes atteignant environ 10 milliards en 2045. Mais cette modération appauvrirait progressivement les retraités qui verraient leur niveau de vie décrocher de celui des actifs. Aucun de ces leviers n'est politiquement acceptable isolément. Seule une combinaison brutale de tous ces ajustements permettrait d'équilibrer véritablement le système. Le niveau de vie des retraités va inexorablement se dégrader par rapport à celui des actifs. Le corps prévoit que le niveau de vie moyen des retraités, actuellement égal à celui de l'ensemble de la population à 97% en 2022, chuterait à 87,5% en 2070. Cette baisse de presque 10 points reflète la conjonction de plusieurs mécanismes défavorables. Les pensions progressent moins vite que les salaires car elles sont indexées sur l'inflation et non sur la croissance des revenus. L'âge de départ recule, ce qui augmente mécaniquement le nombre d'années de retraite à financer avec des ressources stagnantes. Les carrières se fragmentent avec la multiplication des périodes de chômage, de précarité et d'inactivité qui ne génèrent pas ou peu de droits à la retraite. Les jeunes générations accumuleront donc moins de droits que leurs aînés tout en devant travailler plus longtemps. Le taux de remplacement, qui mesure le rapport entre la première pension et le dernier salaire, suit une trajectoire similaire de dégradation. Il s'établit actuellement à environ 54% en moyenne, tout régime confondu. Ce taux va continuer de baisser progressivement sous l'effet des réformes paramétriques qui allongent la durée de cotisation requise et pénalisent les carrières incomplètes. Les simulations du corps montrent que les générations nées dans les années 1990 auront des taux de remplacement significativement inférieurs à ceux de leurs parents nés dans les années 1950 ou 60. Cette paupérisation relative des retraités futurs est programmée et inévitable tant que le système reste en déséquilibre structurel. Les inégalités massives entre hommes et femmes persisteront également. La pension moyenne des hommes retraités s'élève à 2050 € bruts mensuels contre seulement 1268 € pour les femmes, soit une différence de 38%. Cette disparité résulte des carrières féminines encore largement pénalisées par les interruptions liées à la maternité, le temps partiel subi et les salaires inférieurs. Bien que cet écart se réduise lentement avec l'amélioration progressive de l'emploi féminin, il restera massif pendant encore des décennies. Les femmes continueront de subir une double peine, carrière moins rémunératrice et retraite misérable, perpétuant la précarité économique féminine jusque dans le grand âge. La réforme de 2023 n'a pas seulement repoussé l'âge légal à 64 ans. Elle a également accéléré le calendrier d'allongement de la durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Cette durée atteindra 43 ans, soit 172 trimestres, dès la génération 1965 au lieu de 1973 initialement prévue. Cet allongement accéléré frappera particulièrement les carrières hachées et les personnes ayant eu des parcours scolaires longs. Un jeune ayant fait des études jusqu'à 25 ans devra travailler jusqu'à 68 ans pour obtenir sa retraite à taux plein. Cette réalité brutale détruit l'illusion que 64 ans serait le nouvel âge de départ universel. Pour beaucoup, ce sera 66, 68, voire 70 ans. Les régimes spéciaux et la fonction publique concentrent une part disproportionnée des déficits futurs. La Cour des comptes souligne que les régimes de base des salariés du privé, le Fonds de solidarité vieillesse, les régimes de la fonction publique et les régimes spéciaux connaîtraient tous des besoins de financement structurels. Seul l'Agirc-Arrco, le régime complémentaire des salariés du privé,
afficherait des excédents grâce aux réformes paramétriques sévères imposées en 1993 et 2019. Cette situation asymétrique alimente un sentiment d'injustice croissant chez les salariés du privé qui constatent que leurs propres régimes sont équilibrés tandis qu'ils financent via leurs impôts les déficits des régimes publics et spéciaux plus généreux. La question démographique constitue le facteur le plus déterminant et le plus incontrôlable. Le rapport de dépendance démographique, qui mesure le nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans, va exploser. Il passerait de 37 en 2021 à 51 en 2040 selon les projections. Cela signifie qu'en 2040, il y aura 51 retraités pour 100 actifs contre 37 aujourd'hui. Cette dégradation massive du ratio actif-retraité rend mathématiquement impossible le maintien du système actuel sans réforme drastique. Soit on augmente massivement les cotisations des actifs, ce qui détruirait leur pouvoir d'achat et la compétitivité économique. Soit on réduit massivement le niveau des pensions, ce qui appauvrirait les retraités. Soit on recule significativement l'âge de départ, ce qui allonge la période de cotisation et réduit celle de perception des pensions. Il n'existe aucune quatrième voie magique. L'immigration, souvent présentée comme une solution miracle, ne résoudra rien à long terme. Le corps intègre dans ses projections un solde migratoire net de 70 000 personnes par an, l'hypothèse centrale de l'INSEE. Même en augmentant significativement ce chiffre à 100 000 ou 150 000, l'impact sur l'équilibre du système resterait marginal, car ces immigrants vieilliraient eux aussi et deviendraient à leur tour des retraités à financer. L'immigration peut atténuer temporairement le choc démographique, mais ne le supprime pas. Seuls des flux migratoires colossaux et continus de plusieurs centaines de milliers de personnes par an changeraient structurellement la donne, mais un tel scénario est socialement et politiquement impensable en France. Les jeunes générations comprennent parfaitement qu'elles sont sacrifiées. Le corps note que près de la moitié des moins de 34 ans s'attendent à ne pas avoir de pension ou un montant très faible au moment de leur retraite. Ce pessimisme massif n'est pas irrationnel, mais reflète une lucidité brutale sur l'état du système. Les jeunes actifs cotisent aujourd'hui des sommes colossales pour financer les retraites de leurs aînés, tout en sachant qu'ils ne bénéficieront jamais eux-mêmes d'un niveau de pension équivalent. Cette rupture du pacte intergénérationnel mine la légitimité même du système par répartition et nourrit la tentation de s'en affranchir via l'épargne individuelle et la capitalisation. La réforme à 64 ans n'est donc qu'un répit temporaire et insuffisant. Dans 10 ou 15 ans, un nouveau gouvernement devra annoncer le passage à 65 puis 66 ans sous peine de voir le système s'effondrer. Les manifestations de 2023 apparaîtront alors comme un combat d'arrière-garde dérisoire face à l'inéluctabilité démographique et mathématique. La France peut choisir de retarder encore ces ajustements nécessaires en augmentant la dette, en ponctionnant davantage les actifs ou en appauvrissant les retraités. Mais elle ne peut pas échapper indéfiniment à la réalité des chiffres. Le système français de retraite par répartition, tel qu'il a été conçu dans les années 40, n'est plus viable au XXIe siècle. Il survivra sous une forme profondément dégradée avec des âges de départ très tardifs, des pensions très réduites et des inégalités massives. Ou il s'effondrera complètement sous le poids de ces contradictions, forçant une refonte totale vers un système mixte combinant répartition minimale et capitalisation obligatoire. Dans tous les cas, l'âge de 64 ans n'est que le début d'un long chemin vers 66, 67, voire 70 ans pour les générations actuellement jeunes.